C'est parti. L'enregistrement est commencé. Bonjour à tous. Je te laisse mettre la diapositive d'accueil. Tout à fait. Ça cachera nos visages. Arrivé à un certain âge, ça m'arrange. Bonjour à tous et à toutes qui nous ont rejoints. Alors tout d'abord, un grand merci à vous d'être là. Je le disais à ceux qui étaient déjà là au début et avant l'enregistrement, on se réjouit du nombre et de la variété des personnes autour de l'écran aujourd'hui. Parce que là, à l'instant, on était une 52 personnes là, qui se sont connectées. On a des opérateurs de toute taille de collectivités locales, des communes, des grosses, des petites intercos. On a des opérateurs du numérique, des opérateurs de l'eau, des opérateurs de l'énergie. Donc, je pense que le cocktail est là. Je vous remercie pour déjà l'expression d'intérêt que vous faites en étant physiquement là. Par contre, je vais demander aux gens de couper leur micro, de faire attention parce qu'il y a des conversations qu'on est en train d'attraper. Euh, voilà, je Merci crois que c'est effectivement de couper les micros. ouais, Blanchard Romuald, je crois. Attention, merci. Euh, donc voilà, merci à vous d'être là. Contexte un peu global. Tu peux le mettre en ouais, en plein. Merci, Emeline. Contexte global. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre vice-président Christophe Coulon vient de terminer sa tournée. C'est un mandat qui est celui des usages. La fibre optique étant posée quasiment partout, on considère que c'est fait et que maintenant on se projette résolument et définitivement complètement dans les usages du numérique. Vous connaissez notre outil qui s'appelle les feuilles de route numériques des territoires intercommunaux, qui est voilà, l'outil phare un peu désormais de la politique aménagement numérique du territoire et de la mission transition numérique. Nous avons aussi, et donc avec une fiche FEDER qui va bien, et nous avons aussi une autre grosse fiche FEDER pour les grands projets mutualisés de taille départementale minimum. Voilà. Donc ça, c'est avec ça, par exemple, qu'on a soutenu le projet Prédis de mise en réseau de tous les professionnels de santé. Puis on a une autre fiche qui est dédiée aux expérimentations, parce que Christophe Coulon souhaitait qu'on puisse soutenir l'émergence d'expérimentations numériques, c'est-à-dire d'outils un peu avancés par rapport à ce qu'on a déjà en magasin de manière classique, et ce, pas simplement dans des territoires urbains, denses, on va dire souvent riches, dotés d'ingénierie technique. Il souhaitait qu'on puisse élargir le panel et ouvrir les possibilités d'explorer les technologies numériques aussi sur l'ensemble des territoires. Voilà, donc ça c'était un peu la commande politique qui était la nôtre. On a inventé un truc. Vous nous excuserez des imperfections de la chose, mais il fallait bien qu'on se lance et qu'on fasse quelques hypothèses. C'est ce que Emeline va vous présenter. C'est cette AMI, c'est ce soutien aux expérimentations. Voilà, moi j'en dirai pas plus, si ce n'est qu'effectivement, c'est pas un hasard si pour soutenir des expérimentations, on a choisi une thématique très, très actuelle. Voilà, le pilotage des ressources. Vous le savez, on est très attentif à la dynamique REV 3. Vous le savez par vos factures, l'eau, l'énergie, ça représente quelque chose. Vous le savez pour ceux qui ont pu faire des fresques du climat ou autres, tout le monde est bien sensibilisé au fait qu'effectivement, ça devient un enjeu stratégique majeur. Donc, on s'était dit que pour commencer une vague de soutien d'expérimentation, cette thématique-là nous paraissait un bon cheval sur lequel parier aisément. Et je pense qu'effectivement, le partenariat amont et la présence aujourd'hui tout conforte dans cette idée que c'était un sujet intéressant, sachant que demain, peut-être, on ira sur d'autres thématiques. On est déjà en train de travailler sur le tourisme, peut-être les déchets demain, ou encore d'autres sujets de mobilité. Voilà, mais j'en ai déjà trop dit. Emeline, je te cède la parole à toi et à Manon qui avaient co-animé, co-préparé cette histoire-là. Merci Alexandre pour ces propos introductifs. Hem, donc vous avez devant vous un petit déroulé de comment va se dérouler l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Pour rappel, hein, les objectifs du temps qu'on vous propose aujourd'hui et qu'on vous proposera lors des ateliers 2 et 3, c'est vraiment de sensibiliser sur, les nouveaux usages du numérique qui peuvent, aller, servir, vos thématiques. On l'a dit, aujourd'hui, on est sur, ressources, énergie, pilotage de l'eau. Demain, on sera sur, d'autres thématiques. C'est de vous permettre aux numériciens et aux autres acteurs d'identifier les parties, prenantes pour les associer, aux différents ateliers, de permettre à des porteurs de projets que vous êtes les uns les autres potentiels d'identifier des
terrains d'expérimentation et puis, permettre à des accompagnateurs, experts que vous avez là aujourd'hui autour de cette table virtuelle, d'identifier des terrains, des projets. On aura un déroulé sur 4 temps forts, un petit rappel, des modalités de ce qu'on appelle et nous, à la mission transition numérique, des appels à manifestation d'intérêt. Une présentation à 2 voix des enjeux de la thématique du pilotage des ressources et des énergies et de l'eau. Un retour d'expérience à 3 voix cette fois-ci, sur les différentes, possibilités en matière de pilotage grâce au numérique et puis un exposé des possibilités des accompagnements des experts et ils sont nombreux, je leur ai demandé un petit travail, pas toujours simple à réaliser, d'être concis en une slide pour que vous ayez une vision un petit peu globale de ce que chacun, peut vous proposer. Donc pour rappel sur les modalités de ces appels à manifestation d'intérêt, les objectifs qui sont poursuivis, c'est vraiment d'aller soutenir des expérimentations de solutions, numériques dans les territoires et particulièrement les territoires ruraux comme l'a rappelé, Alexandre tout à l'heure. L'utilisation de l'IoT, de la data, de la réalité virtuelle ne soit pas que, la panacée des gros territoires, des grosses agglomérations et puis aussi de faire bénéficier, l'ensemble, de communs finalement, de réflexions communes, de retours d'expérience de choses qui ont marché, de choses qui n'ont pas marché, et éventuellement pour aboutir sur des choses, très, après les expérimentations, très abouties pour, avoir carrément des packages qu'on pourrait disséminer, ça et là. On a une commande politique, Alexandre l'a expliqué tout à l'heure, c'est d'aller vers la ruralité, et on a aussi des outils, financiers. Il faut en profiter. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en matière de financement, européen. Donc là, on a, vraiment des participations européennes assez intéressantes à hauteur de 60 sur des expérimentations. Donc, allons-y. On s'est dit que pour faciliter ces expérimentations, cette méthode d'atelier, de partage, de retour d'expérience, c'était plus que nécessaire parce que tout le monde est finalement un petit peu débutant, sur ces objets-là. Évidemment, l'IoT commence à parler et ça existe depuis un certain nombre d'années, mais c'est pas forcément appliqué partout. Et la data est au cœur de nos sujets et on apprend tous les uns les autres à comment la maîtriser, l'employer, pour améliorer nos politiques publiques, le service aux usagers. Donc c'est un peu le cœur de ce qui est rappelé dans cette slide, hein, au niveau des objectifs qu'on souhaite atteindre. C'est quelque chose d'innovant, mais sur le long terme. Donc passer par l'expérience, les expérimentations pour voir quels sont les écueils et puis bâtir quelque chose de solide et sur du long terme pour améliorer des qualités et des efficiences de services publics. Vraiment, c'est le cœur du sujet. On n'est pas sur des objets privés, on a bien une vocation de service public, avec au cœur la donnée. Comme on l'a dit, on est aujourd'hui autour d'un AMI sur les ressources, le pilotage de ces ressources, de ces énergies, de l'eau. Demain, on sera sur la gestion des déchets, sur pourquoi pas la réalité augmentée pour les actions patrimoniales, touristiques, culturelles, le ramassage des ordures. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est là-dessus, mais on sait qu'il y a des potentialités sur d'autres sujets. Donc, on ne pourra pas avoir des vagues d'AMI d'une durée longue parce qu'on est une petite équipe, mais on essaiera à chaque fois de proposer cette méthode, de passer par un cycle de 3 ateliers dont le premier est en visio et les 2 autres sont en présentiel. Manon nous en dira quelques mots, tout à l'heure. Toujours avec une méthode d'intelligence collective tout au long du processus, à la fois en amont pour la délimitation du sujet, parce que c'est pas toujours très simple, hein. On se dit, par exemple, données environnementales. Oui, d'accord, mais alors on parle de quoi? On parle du grand cycle de l'eau, de l'air, du climat et on s'arrête où? La faune, la flore, bon voilà, on a besoin de déterminer quels sont les périmètres avec ceux qui savent, avec les experts de la thématique, et c'est ce qu'on a fait pour cette AMI. On est vraiment parti, d'une identification des experts, donc c'est un travail qui est assez long, hein. Les numériciens, vous savez qu'on vous a parlé de ces expérimentations il y a déjà quelques temps. On vous avait consulté. Ça nécessite un petit peu de temps, mais je pense que le temps en vaut la chandelle. On a déterminé des enjeux ensemble et en quoi le numérique peut répondre, potentiellement à ces enjeux et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire.
On est sur la co-rédaction d'un document que vous avez tous reçu, avec un ensemble d'acteurs que vous voyez là à l'écran, qui vont intervenir les uns les autres tout au long de 7h30 qu'on passe ensemble et qu'on reverra sur, l'atelier 2, sur l'atelier 3. Donc on a des acteurs extérieurs et puis bien sûr en interne à la région, on a fait appel à nos petits collègues, de la direction de l'eau, de la biodiversité, de la 3e révolution industrielle. Je les remercie de nous mettre aussi, à disposition leurs contacts. Et on se reverra tous les uns les autres lors d'ateliers 2, 3 qu'on affinera ensemble, hein, parce que c'est ça aussi l'objet, c'est de voir la méthodologie de ce cycle d'AMI ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut nous améliorer, avoir une remontée de vos besoins en tant que potentiel porteur de projet, pour que vous expérimentiez, alors ça de manière plus individuelle, éventuellement que vous envisagiez un dépôt de FEDER. L'idée étant toujours d'être dans une intelligence collective avec des revues de projets qu'on espère régulières, pour voilà, faire état de ce qui se passe bien, de ce qui peut être amélioré, et éventuellement essaimer. C'est vraiment le but de la démarche. Ok. Un petit point calendrier. Manon, tu prends la main pour ce petit point calendrier? Oui, alors donc au niveau du Merci. calendrier, nous, ce qu'on s'était dit en interne, c'est que ce serait judicieux qu'on laisse pas trop de temps entre les ateliers, afin que ce soit encore assez frais du coup. Mais ça, c'est quelque chose dont on va parler avec vous au niveau du temps d'échange, en fonction de vos avis, en fonction de qui est intéressé, de quand est-ce que vous êtes disponible. Sachant que, comme Emeline l'a dit, le premier atelier est en visio, les autres sont en présentiel. Donc, il faut également qu'on parle du lieu, sachant que nous, on est ouvert à nous déplacer, comme on fait lors des séminaires où on peut très bien aller proche de chez vous. Donc, c'est quelque chose dont on doit discuter ensemble. Merci Manon. Bah, je vous propose d'entamer la 2e séquence de cette matinée avec la présentation des enjeux de la thématique ressources et énergie à 2 voix, donc par le CD2E et le CEREMA, donc mesdames Ouzé et Catoire. Et Merci. encore merci beaucoup d'être avec nous à bord de cette affaire au cinéma. C'est les 2 œufs. C'était très très sympathique. Merci. Bonjour à tous, et ben merci pour l'accueil et merci aussi de nous avoir associés à la démarche. Là, l'idée, c'était juste de pouvoir vous faire une mise en contexte très, très rapide. On l'a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, hein, en disant pourquoi les thématiques de l'énergie ou de l'eau, pardon, en lien avec les enjeux climatiques notamment. Juste pour se donner un ordre d'idée, hein, que nous, on a l'habitude de manier au niveau du CD2E, parce qu'on travaille beaucoup sur la question du bâtiment durable, mais dont tout le monde n'a peut-être pas conscience, c'est que le secteur du bâtiment, ça représente 43% des consommations énergétiques annuelles en France, donc c'est plus que le transport, et c'est environ 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on a posé ça, on se rend bien compte de l'impact énorme du secteur du bâtiment. Et le bâtiment, finalement, ça concerne absolument tout le monde, y compris les collectivités, parce qu'elles gèrent des bâtiments qui sont des bâtiments qu'on qualifie généralement de tertiaires, et qui vont être de différentes natures, hein. Ça va être une école, un gymnase, mais aussi des bureaux. Et évidemment, ces bâtiments consomment de l'énergie. Donc, autour de différents postes, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, les équipements, hein, et les équipements, ça peut être très large, ça va aller des ordinateurs éventuellement au four ou au frigo dans les cantines scolaires, voire à des gros systèmes de refroidissement dans certains équipements sportifs. Donc là, on a un pôle de consommation énergétique qui est assez fort au niveau des collectivités pour tout ce qui est bâtiment, auxquelles viennent s'ajouter les questions de l'éclairage public et puis d'autres postes de consommation qui sont ajoutés au fur et à mesure, comme par exemple l'alimentation des véhicules électriques. Donc nous, habituellement, au CD2E et globalement, hein, les gens qui travaillent sur ces questions d'énergie dans le bâtiment, avant même de réfléchir au système, la première chose, c'est comment est-ce qu'on on va isoler ces bâtiments, comment est-ce qu'on va travailler pour réduire le besoin de consommation. Mais une fois qu'on a fait ça, idéalement, quand on est en mesure de le faire au démarrage, c'est pas toujours le cas, on va aussi aller regarder comment on utilise les bâtiments et comment je vais utiliser le terme
terme de pilotage. Alors je parle de bâtiment, pardon, c'est des formations parce que je suis dans le pôle bâtiment, mais finalement le pilotage, il peut se faire à l'échelle du bâtiment, mais on le verra à l'échelle un petit peu plus large. C'est le troisième petit dessin en bas, à l'échelle du quartier, le pilotage de l'énergie. Quand on rentre dans cette question du pilotage de l'énergie, moi je voulais juste vous citer 3 termes sur lesquels vous allez tomber un petit peu souvent peut-être, pour poser ces notions de base. Donc le premier, c'est la gestion technique du bâtiment. Donc en fait, ça c'est un système qui va vous permettre de piloter un ensemble d'installations techniques. Donc souvent, c'est plusieurs bâtiments qui sont pilotés par le même système. Donc à l'échelle d'une collectivité, il peut y avoir plusieurs GTB. Et donc ça, c'est le premier terme, la gestion technique du bâtiment. Le deuxième terme que vous allez peut-être entendre un peu souvent, c'est la GTC, la gestion technique centralisée. Et là, on ne raisonne plus en termes d'un ensemble de bâtiments, mais on raisonne en usage. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de contrôler par exemple l'éclairage, le chauffage ou la climatisation. Donc là, c'est plus souvent utilisé à l'échelle d'un seul bâtiment. Et enfin, je voulais utiliser le troisième terme sur lequel on va probablement beaucoup tomber sur nos thématiques, c'est celui du smart building, c'est-à-dire du bâtiment intelligent en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre bâtiment, on installe des capteurs connectés, des appareils, on disait tout à l'heure d'IoT, donc d'Internet des objets, et on utilise en lien avec ces outils de l'intelligence artificielle pour que le bâtiment s'adapte, que les consommations s'adaptent aux usages, aux besoins et à différents critères qui vont être la température, l'occupation. Donc ça peut être des critères qu'on va entrer dans les systèmes ou alors des critères qui vont venir de l'extérieur comme l'ajustement de la température. Voilà un petit peu, je voulais juste poser ces éléments-là pour qu'on fasse un petit peu un principe d'entonnoir. Et ensuite, le dernier petit dessin, il symbolise ce qu'on appelle les smart grids. Oui, et après, on va passer tout de suite après à la prochaine slide. Le smart grid, juste aussi pour, une fois qu'on dézoome un petit peu du bâtiment, c'est le fait de gérer un réseau électrique qu'on appelle intelligent également, c'est-à-dire qui va s'ajuster en fonction du besoin et de la production. Et là, on le gère à l'échelle de plusieurs bâtiments, voire à l'échelle d'un quartier. Voilà. Donc, je voulais juste essayer de poser ces termes-là. Bien sûr, on pourra toujours les réexpliquer et accompagner tout ça. Donc, on peut passer à la diapo suivante. C'était juste aussi pour vous citer des éléments de contexte réglementaire qui vont faire que vos collectivités, elles vont particulièrement s'intéresser à cette thématique dans les années à venir. Alors, elles le font déjà à la fois par conscience environnementale, par conscience économique et encore plus ces derniers temps. Et aussi, là, il y a des éléments réglementaires qui ont été mis en place qui vont encore venir appuyer ce besoin de travailler sur ce sujet. Le premier élément, c'est le décret tertiaire. Tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés en tertiaire, normalement, les propriétaires ont dû déclarer sur un outil qui s'appelle Opérate, une plateforme qui a été mise en place par l'ADEME, les consommations de ces bâtiments. Pourquoi faire? Pour déterminer une année de référence à partir de laquelle on va être obligé de faire des économies d'énergie. Donc vous avez un petit peu les 3 paliers, c'est-à-dire que le décret tertiaire dit que réglementairement, par rapport à cette année de référence, en 2030, il faudra avoir mis en place des actions nécessaires pour avoir réduit de 40% votre consommation d'énergie, 50% en 2040, 60% en 2050. Donc pour ce faire, ça passera par des travaux, ça passera par de l'optimisation des systèmes et ça passera par également le pilotage de l'énergie. Corollaire à ce décret tertiaire, un autre décret a été mis en place, qui est le décret BAX. Et là, ce décret-là, en fait, il est vraiment directement connecté à notre thématique. Ça veut dire, alors, si je le traduis, on a utilisé un acronyme anglais, c'est Building Automation and Control System,
qui veut dire qu'en fait, à compter de janvier 2025, les bâtiments tertiaires devront être équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle, parce que c'est pas encore forcément le cas. Et quels seront les bâtiments concernés? Là, on ne raisonne plus en termes de taille, mais en termes de puissance nominale d'énergie consommée. Donc, de toute façon, il y a des obligations réglementaires qui ont commencé à se mettre en place et qui vont continuer à le faire, qui vont faire que ça va être un sujet encore plus prégnant dans vos collectivités. Et ce sera aussi, je pense, un levier, cette AMI, pour dire, bah voilà, on peut se préparer, on peut même justement aller plus loin que ce qui nous est demandé et faire des expérimentations et s'inscrire tout ça dans le cadre de ce qui est demandé au niveau de la réglementation. Voilà un petit peu les quelques éléments que je voulais poser sur les aspects de pilotage de l'énergie dans les bâtiments, et je laisse la parole au CEREMA pour un petit focus sur le numérique. Merci Aude. Effectivement, Madame Ouzé, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc moi je vais plutôt parler du numérique en général, et donc cet AMI est très positif pour une raison qui est assez simple, c'est que globalement on va dire que les discours souvent s'opposent dès lors qu'on parle de transition écologique et de transition numérique. La transition numérique apparaissant toujours avec une approche techniciste, et la transition écologique plus sur une approche plus, on va dire, donc moins techniciste déjà, et plus avec des connotations de décroissance, et comme si l'un et l'autre s'opposaient. Or, le numérique responsable est là, cette notion-là est là pour justement marier les deux, pour en retirer le meilleur parti. On peut passer à la diapo suivante. Donc, que recouvre exactement cette notion de numérique responsable? Il y a plusieurs axes, donc 3 grands enjeux. C'est déjà que le numérique puisse être utilisé de manière sobre, c'est-à-dire à bon escient, quand il est utile au bon endroit, que lors de sa mise en place, on puisse se questionner sur finalement, est-ce que le process qui existait en format papier ou en termes d'organisation tout simplement, est-ce qu'il est toujours pertinent, ou est-ce que du coup, avec le numérique, on peut le réviser, l'améliorer? Le deuxième aspect, ça va être le fait de concevoir, lorsqu'on va concevoir un service ou mettre en place une action, comme tout à l'heure, les exemples ont été donnés sur le bâtiment, de pouvoir concevoir ces services les moins gourmands possibles, les plus efficients possibles, en réutilisant potentiellement des choses existantes, comme par exemple les logiciels libres ou des données existantes, et en évitant de les dupliquer, par exemple. Un autre aspect, c'est vraiment de le mettre au service. Alors, au service de l'humain ou au service de la transition écologique. Au service de l'humain, ça va être pour faciliter son quotidien, ou pour mieux l'informer, mieux l'inclure, mieux le faire participer à la vie de son territoire. Le mettre au service de la transition écologique, c'est plus pour optimiser la façon dont on consomme dans nos appartements, ou pour une collectivité, la façon dont elle peut gérer ses réseaux d'eau, ses réseaux de transport. On peut passer donc à la diapo suivante. On a des exemples qui permettent, grâce au numérique, justement, de pouvoir faire un certain nombre d'économies. Et l'aspect financier, certes, entre en jeu, comme par exemple pour l'éclairage public, on en voit les difficultés aujourd'hui, mais c'est surtout l'impact sur les ressources qu'il faut viser. Et en cela, le numérique peut être une aide précieuse, sans pour autant avoir à déployer des multitudes de capteurs un peu partout, mais on peut en effet surveiller et mieux gérer du coup nos forêts, nos stocks de pêche, l'air que nous respirons, et voir nos impacts sur les ressources, du coup être plus conscient de notre activité humaine. Et on voit bien que dès lors qu'on commence à mieux gérer un réseau d'eau, avec une prise en main parfois à distance des vannes, des fuites, eh bien on arrive à faire des économies conséquentes qui peuvent aller jusqu'à 20-30%, sans pour autant déployer énormément de technologie.
Sachant aussi que l'impact du numérique en termes de sobriété, 80% de son impact, c'est au moment où on achète un matériel. Et donc après, évidemment, si ce matériel est utilisé plus longuement dans la durée et avait un usage très varié, bien sûr, on se rend compte quand on fait des analyses coût-bénéfice que le gain à long terme sur la mise en place de services se retrouve, même si à la base, il y a eu de l'achat d'équipements, il y a nécessité de mesurer vraiment un amortissement long. Voilà, je vais passer à la dernière diapo. Ce que recouvre aussi l'aspect donc numérique au sens large, dans ce qu'il peut apporter pour s'adapter aux changements climatiques, au-delà de l'observation, au-delà de la limitation de nos consommations. Il aide évidemment à objectiver les décisions, mais c'est aussi un moyen de tisser du lien. Et comment on le fait aujourd'hui, on arrive à travailler, à se retrouver ensemble, même si on n'est pas ensemble. Du coup, ça nous évite de nous déplacer. Et ça permet aussi de contribuer à des enquêtes publiques, d'améliorer la participation, de favoriser l'intelligence collective et aussi de favoriser le développement de lieux qui, à la base, se sont créés beaucoup autour du numérique, tout ce qui est venu des mouvements hackerspace, do it yourself, mais qui maintenant se déploient sur de multiples thématiques, mais ont tous en commun le fait d'utiliser le numérique pour se mettre en réseau, pour travailler ensemble, pour capitaliser ensemble. Enfin, l'enjeu est aussi que toute cette connaissance qu'on fabrique à partir de nouvelles technologies qu'on implante dans le territoire, c'est aussi pour améliorer notre perception et nos décisions. Et donc, le fait de mettre en commun la connaissance, c'est un enjeu des années futures, de changer notre vision sur le problème, mais plutôt d'arriver à le partager. Et pour cela, tout l'outillage qu'on met en œuvre est fait dans ce sens-là. Et enfin, dans l'approche de la combinaison de la transition environnementale et numérique, eh bien, il y a cet aspect réglementaire qui est la loi Rennes et qui implique que tout territoire mette en place une stratégie d'usage numérique responsable. Et donc, dans le cadre de l'AMI, la prise en compte de ces aspects-là est aussi fondamentale. Merci Madame Houzé. Merci Aude. On a fini pour cette première séquence qui vous a exposé un petit peu les enjeux de la thématique. Nous allons passer à la deuxième séquence, plutôt retour d'expérience, et on va commencer avec le retour d'expérience de Thomas à l'USEDA sur la plateforme USEDA Rock. Thomas, c'est à toi, merci. Merci Emeline. Est-ce que je peux prendre la main pour partager mon écran, ce qui me permettra de faire une démonstration en live? Eh bien, oui, pourquoi pas. Ah, quoique, oui, non, si, pourquoi pas. Le fameux effet Thomas Bertagnier. Depuis qu'on a pu les démonstrations à la télé, là, de Bonaldi, tu crois de que le Bonaldi. Bertagnier est le nouveau Bonaldi? Espérons, tout va bien. Thomas, on te souhaite que tout fonctionne, parce qu'avec Bonaldi, il y avait quand même un effet. Est-ce que ça marche là? Merci. Vous voyez la page de plateforme territoire connecté, c'est bon? Oui, tout à fait. Enfin, on voit ta première slide, en fait. Bon, parfait, impeccable. Merci Thomas. Alors, UCEDA Rock. Donc, UCEDA Rock, c'est une plateforme départementale qu'on a appelée Rock comme réseau d'objets connectés de l'UCEDA. Le principe, c'est une application web donc, qui est plutôt adaptée aux usages de smartphones, mais qui est aussi accessible depuis tous les ordinateurs des collectivités. Hein. Et elle est modulaire, c'est-à-dire que, on y reviendra en deuxième partie, mais l'UCEDA intervient dans le cadre de délégation de compétences. Donc, entre autres, par exemple, la délégation de l'éclairage public. Il y a des collectivités qui peuvent nous déléguer cette compétence éclairage public et l'UCEDA est chargé de mettre en œuvre tant l'éclairage public, mais aussi les outils de gestion. Donc, modulaire, donc vous voyez différents modules et je vais tout de suite. Alors voilà, je vous mets sur la droite de l'écran l'image de mon téléphone. Je suis sans filet, hein, donc on verra s'il y a l'effet Bonaldi. Donc, il y a l'application UCEDA Rock qui s'installe sur les téléphones. Donc, chaque commune s'identifie avec un utilisateur et un mot de passe. Chose importante,
que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on a développé ça en interne. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, notre objectif, c'est de répondre ni plus ni moins de manière pragmatique à ce que les territoires nous demandent. C'est de faire évoluer, d'être agile dans le développement. Je vais vous donner quelques exemples juste après de l'intérêt de faire ça. Et puis aussi, ça nous permet d'être dans une pérennisation des investissements et de la solution sans être dépendant d'un prestataire qui va verrouiller peut-être d'un point de vue commercial voilà, tant les investissements que les éventuelles demandes de modification. Donc, page d'accueil. Là, j'ai une commune virtuelle qui va nous permettre de faire des petits essais dessus. Et voilà, donc on arrive sur nos différents modules qu'on active en fonction des besoins. Premier module, c'est la gestion de l'éclairage public. Alors, sur cette page d'accueil, on voit différentes zones d'éclairage public qu'on peut identifier en cliquant sur un plan. Quand on clique sur le plan, eh bien, sur une carte, on a des codes couleurs. Donc, tout ça, c'est en lien avec le SIG de l'UCEDA. Et en fonction des codes couleurs, on voit différentes zones qui sont pilotées par des armoires de commandes. Une fois qu'on a identifié ces différentes zones, on accède à différentes possibilités déjà depuis là, mais on accède, enfin, on peut se mettre des petits libellés pour s'y retrouver. Donc, par exemple, place de l'Église, rond-point, quartier nord, ça évite à chaque fois d'ouvrir le plan pour identifier les zones. Première fonctionnalité très importante, c'est de donner la main aux maires sur la gestion de leurs horaires, les horaires hebdomadaires, tout comme les événements exceptionnels. Donc, l'idée, là, voilà, par exemple, là, j'avais programmé dans la commune là, la nuit du 14 au 15 juillet, des événements exceptionnels, parce que c'est le feu d'artifice. Alors, on va décider que cette nuit-là, on va laisser allumer toute la nuit. Une fois que ça, c'est programmé dans les automates, on a aussi possibilité d'agir en temps réel. Donc là, on se remet dans la nuit du 14 au 15 juillet. Au moment de tirer le feu d'artifice, l'ampoule va être allumée. Et au moment de tirer le feu d'artifice, on va pouvoir recliquer dessus pour l'éteindre immédiatement. On a aussi développé un mode d'urgence qui nous permet de... J'ai un bel effet démonstration. Voilà, ouais. On a développé un mode d'urgence qui nous permet d'allumer toute la commune d'un seul coup. Voilà un peu les fonctionnalités sur la partie éclairage public. Il y a d'autres petits modules, pareil, développés en interne au moment du plan de sobriété énergétique au mois de septembre-octobre. Là, il y a plein de communes qui sont venues nous voir en nous disant si on change nos horaires, on passe de allumer toute la nuit à une extinction à 22 h, un allumage à 6 h. Voilà, ce petit module permet d'afficher en quelques clics une économie de consommation. Exactement dans la même. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 550 communes qui ont délégué leurs compétences éclairage public à l'UCEDA. On en est sur à peu près 330 communes qui utilisent actuellement. Ça représente 2600 automates déjà déployés sur le terrain. Donc, on est vraiment sur un déploiement industriel de ce module. Et à côté de ça, eh bien, on travaille sur des modules déjà pour certains en cours d'expérimentation, pour d'autres en projet. Donc, en cours d'expérimentation, dans une petite dizaine de communes, il y a la télégestion du chauffage. Voilà, comme ça a été présenté précédemment, il y a un potentiel d'économie d'énergie conséquent avec mettre la bonne énergie au bon moment et au bon niveau de température. Donc, là, simplement, on veut mettre un niveau de confort à 20 degrés avec un planning, tout ça
zone par zone, bâtiment par bâtiment, toujours un peu avec les mêmes codes de charte graphique, ce qui permet aux communes de s'y retrouver facilement. Tout ce qui est objet connecté, bah là, c'est le merveilleux monde du LoRa et de tout ce qui est télérelève. Donc, ça peut être du suivi de compteur d'eau, ça peut être du suivi de Benaver, ça peut être mettre des alarmes, enfin, de prévention des crues pour les niveaux des cours d'eau. Vous voyez, là, il y a une sonde de qualité de l'air. Tout ça, alors, on peut même faire du pilotage de cloche. Ça, c'est souvent l'anecdote que je cite, qui plaît bien, mais c'est un exemple type de système de marché de niche qui habituellement sont dans les communes avec des entreprises qui vendent des horloges très coûteuses avec des applications bien spécifiques au niveau smartphone. Et là, avec UCEDAROC, bah, finalement, commander une cloche ou commander de l'éclairage public, c'est les mêmes fonctions techniques. Il y a des horaires bien définis, on peut programmer à l'avance des mariages pour avoir une autre sonnerie, etc. Voilà, ensuite, plus cette notion API, donc interconnexion avec des systèmes tiers, toujours dans un objectif de faciliter la vie des collectivités, le suivi des bandes de recharge, parce qu'on a aussi une compétence bande de recharge à l'UCEDA, qui est une compétence obligatoire pour les communes qui sont membres. Donc, on installe des bornes et on leur met à disposition un outil pour qu'ils aient des données statistiques. Est-ce que les bornes fonctionnent ou pas? Est-ce qu'il y a un véhicule de branché? Combien il y a eu de recharge depuis un an? Il y a plein de possibilités à venir sur ce module. Et enfin, le suivi énergétique. Alors, suivi énergétique, ça va être tant le suivi de tout ce qui est flux de facturation, de consommation, par le biais des accords cadres qu'on a pour proposer de la mutualisation d'achat d'énergie, avec aussi des fonctionnalités de simplification pour mettre en service un compteur forain, pour la fête du village, etc. Et puis, enfin, il y aura aussi tout un module de suivi de la production d'énergie qu'on va faire par le biais de tout ce qui est assistance au projet photovoltaïque. L'objectif, bah, c'est d'inciter de consommer l'énergie au moment où elle est produite. Donc, essayer de mettre à disposition des indicateurs pour que, oui, influer les usages et bah, pourquoi pas recharger les véhicules quand il y a du soleil plutôt que quand on rentre de réunion à 18h au moment du pic d'intensité. Au moment où le réseau même risque de s'écrouler. Voilà, et puis enfin, tout un module pour signaler des problèmes divers et variés. Ils peuvent concerner l'UCEDA, donc un poteau accidenté, un point lumineux qui ne marche plus. On décrit le problème, on peut prendre une petite photo et automatiquement, ça va envoyer ça au service adéquat à l'UCEDA. Voilà, je suis pile poil dans mes 10 minutes. Je pense avoir fait Merci un tour Thomas. exhaustif. Merci Thomas. Il y a 2 questions qui te sont posées. Alors, l'une par Vincent Demortier, DIH. Est-ce que UCEDAROC est distribué en logiciel libre? Est-ce qu'il y a une réplicabilité, un passage à l'échelle sur d'autres territoires? Et la seconde porte aussi sur des aspects techniques, sur le protocole de communication que tu utilises pour l'EP. OK. Alors, première question, c'est un développement qu'on a fait interne à l'UCEDA et pour l'instant, on est beaucoup sollicité par ce type de questions. L'objectif est de raisonner service public, hein, donc la question est sur a été posée en bureau syndical et il y a des discussions en cours, mais je n'ai pas de conclusion pour l'instant à ce sujet, ni de décision. Pour la deuxième question, sur les aspects plus techniques, alors bon, vraiment en vitesse, pour ceux qui veulent faire peut-être une capture d'écran ou voilà, sans rentrer trop dans la technique parce que je crois pas que ce Ouais, soit l'objet. non, Mais c'est ça. en On gros, l'abordera en voilà, en atelier gros, 2, ouais. l'objectif, c'est qu'il y ait des protocoles standardisés. J'ai parlé de pérennité des investissements, donc c'est certainement pas une marque qui C'est ça. qui verrouille le système. On a écrit un cahier des charges en disant on veut que les équipements parleront tel langage, donc c'est des langages ouverts,
BACnet, LoRa, Modbus, enfin voilà. Et vu qu'on a tout ça basé sur des langages ouverts, eh bien, quels que soient les fabricants, dans la mesure où ils respectent ces langages, ça sera compatible et absolument plug and play. L'automate que vous avez ici, là, on peut le changer demain par une autre marque. On n'y voit absolument rien au niveau de l'hypervision. Merci Thomas pour ces réponses. Effectivement, tous ces aspects techniques pourront faire l'objet d'approfondissements lors des ateliers 2 et 3. En plus, ça sera en présentiel a priori, donc peut-être plus facile aussi. Merci Thomas. Je vais passer la parole à Olivier. Je vais reprendre peut-être le partage. C'est Est-ce bon. que vous voyez le partage? Oui, c'est bon. C'est bon pour nous. Olivier Fournier-Lafibre. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc oui, je suis Olivier Fournier, j'interviens aujourd'hui pour présenter un petit peu les travaux du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique, que vous connaissez sans doute en tant qu'aménageur numérique, contrairement à mon homologue Thomas, hein, qui vient de vous présenter sa solution. Nous, on est syndicat numérique et on n'intervient pas sur la casquette syndicat d'énergie où voilà, notre action se fonde sur le déploiement de la fibre et sur la partie connectivité. Alors, il y a Fabrice Doué qui m'accompagnera. Enfin, vous étonnez pas, on fera peut-être sans doute une présentation à 2 voix, peut-être même une 3e, puisque je suis accompagné de Michael Lachaise, qui est chef de projet IoT chez Action, qui est notre délégataire, et avec qui on travaille dans le cadre de cette expérimentation. Je vais très rapidement un peu vous faire la genèse de ce projet. En fait, le syndicat mixte est connu sous sa casquette d'aménageur numérique, mais vous le connaissez aussi sans doute sur sa casquette de centrale d'achat. Aujourd'hui, le syndicat mixte propose des services mutualisés en groupement d'achat sur la partie vidéoprotection, sur la partie service télécom. Et se pose aussi éventuellement la question justement d'intervenir dans le cadre de cette centrale d'achat dans le domaine de l'Internet des objets. Effectivement, cette mue du syndicat d'aménageurs numériques vers une mission de centrale d'achat découle de l'expression des besoins qui ont été recueillis il y a quelques mois auprès du réseau numéricien sur lequel on s'appuie. Voilà, il y a énormément de besoins sur les services télécoms, sur la vidéoprotection et sur l'Internet des objets sont sortis un petit peu des différents échanges et différentes enquêtes qu'on a pu mener auprès de ce réseau numéricien. Alors, je vais vous parler, c'est le but aujourd'hui de parler de cette expérimentation. Donc, se pose la question en disant, tiens, le syndicat s'est posé la question de savoir s'il y avait une réelle opportunité de mettre en place un réseau bas débit dans le prolongement, un bas débit public, dans le prolongement de son réseau très haut débit public qui a été initialement déployé. On parle aujourd'hui d'Internet des objets. Il faut savoir que ce sont des capteurs qui ont besoin sont autonomes en énergie, qui sont relativement sobres en termes de transfert, de transmission de données, et qui ne nécessitent pas des infrastructures énormes, donc qui peuvent se contenter d'une infra-réseau, d'un réseau bas débit. Donc, est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité de mettre en place un réseau bas débit? Identifier des capteurs qui sont éventuellement susceptibles de répondre aux problématiques des territoires ou aux cas d'usage qui sont identifiés par les territoires pour éventuellement proposer un catalogue d'achat de capteurs, donc toujours dans le cadre de cette centrale d'achat. De compléter éventuellement dans le cadre de cette offre IoT par une plateforme de données qui permet de monitorer, de récupérer les données qui nous sont transmises par les capteurs qui sont déployés. Éventuellement de fournir des services d'aide à la décision par les données qui sont collectées. Et on sait aujourd'hui que les capteurs déployés sont un excellent support pour la mise en place de dispositifs de pilotage. J'y reviendrai tout à l'heure. On a mené cette expérimentation sur le territoire de la Com Ternoacom, sur une zone de 40 km². Alors tout à l'heure, je vous parlais d'Action qui est partie prenante dans cette expérimentation. Pour jauger un petit peu de cette opportunité-là et du modèle économique
de ce service, on a challengé notre délégataire pour qu'il puisse nous offrir ou participer financièrement à cette expérimentation pour offrir un service de connectivité, c'est-à-dire de déployer un réseau qui va me permettre d'aller ramasser les données collectées par les capteurs, ce qui justifie aujourd'hui leur présence. Donc en fait, je vais vous faire une petite, très rapidement, une analyse de triptyque en fait. Donc là, vous avez un synoptique un petit peu de cette expérimentation. Je vais déployer des capteurs sur un territoire qui vont répondre à ma problématique. Est-ce que je veux mesurer le taux de CO2 dans mon école? Est-ce que je veux contrôler les ouvertures-fermetures de portes? Est-ce que je veux connaître le taux de remplissage de mes points d'apport volontaires? Autant de tout ce qui peut se mesurer, un capteur correspond à cette notion de mesure et de grandeur. Ensuite, je vais déployer un réseau sur ce territoire. Donc, c'est plutôt la deuxième partie de ce synoptique. Et ensuite, je vais analyser ces données, je vais les restituer. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, le synoptique de cette expérimentation. Donc, tu peux passer la slide, Mine, s'il te plaît. Alors, les cas d'usage qui ont été identifiés par le territoire d'expérimentation, bien évidemment, on ne peut pas offrir de solution si on ne rencontre pas une problématique. Donc, des problématiques de savoir quand est-ce que mes points d'apport volontaires sont pleins, de savoir comment est gérée mon eau potable, ou est-ce que mes bâtiments consomment de l'eau, est-ce qu'ils les consomment normalement, et tiens, je voudrais être alerté en cas de fuite d'eau. On sait qu'il y avait un sujet aussi sur l'éclairage public, et notamment aussi, le CEREMA tout à l'heure le disait, une obligation réglementaire par rapport à l'IoT, ou en tout cas un cas d'usage réglementaire. La qualité de l'air et la mesure, le contrôle de la qualité de l'air dans les ERP est obligatoire. Donc, ça répond aussi à une obligation réglementaire du territoire. Alors, bien évidemment, là, je vous fais une courte présentation des différents cas d'usage, mais on peut, avec les objets connectés, aujourd'hui, on va le tester, compter les entrées-sorties sur une aire de covoiturage. On peut détecter les composés organiques volatiles pour mesurer le confort d'accueil. Tous ces cas d'usage vont être expérimentés sur le territoire. Emeline, tu peux passer. Alors, ces cas d'usage aujourd'hui, si je vous les présente, c'est que le syndicat aussi, dans la centrale d'achat, doit se positionner pour répondre à une demande, une forte demande. Et on sait qu'aujourd'hui, si on déploie un réseau dans le cadre d'une centrale d'achat, il faut que ça réponde aux grandes problématiques. Et voilà, partout il y a un compteur d'eau, partout il y a des écoles, partout il y a des points d'apport volontaires, partout il y a des armoires d'éclairage public. Donc on fait logiquement un focus sur ces cas d'usage qui, selon nous, sont des cas d'usage à potentiel de réplicabilité. Voilà. Donc là, comme vous êtes sage, je vous donne quelques images. Voilà un petit peu les différents capteurs qui ont été montés. En haut, sur la gauche, vous voyez des capteurs de CO2. En bas, c'est à gauche toujours un petit capteur d'impulsion qui va récupérer les données de consommation de mon compteur et qui va me les transmettre via le réseau déployé. Là, c'est peut-être pas très visible, mais vous avez un point d'apport volontaire à droite équipé d'une sonde de taux de remplissage. Et vous avez en bas une petite tête de lecture qui vient se poser sur un compteur d'eau et qui va vous remonter vos données de consommation. Slide suivante peut-être, Emile. Voilà, alors maintenant je vais vous parler du troisième volet de cette expérimentation, qui est l'outil de visualisation des données collectées, ce qu'on appelle notre plateforme IoT, qui a été designé en concours avec toujours Axion, qui a été designé aux couleurs du territoire. Voilà donc un peu ce que ça peut donner, mais c'est vraiment pour vous présenter l'outil. Tu peux passer, s'il te plaît, Emile ? Voilà un petit peu ce qu'on y trouve. Je vous parlais tout à l'heure de différents cas d'usage. Je vous présente ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est ce qui est en production aujourd'hui sur le territoire. Là, on a fait un focus sur le bâtiment communautaire. Donc, je viens de me connecter quelque part à mon outil de monitoring de mes données. J'ai une visualisation de mon bâtiment. Je vois où sont localisés mes capteurs. Là, on voit le compteur d'eau, le compteur de gaz et les différents capteurs d'ambiance dans le bâtiment. Et puis ensuite, je vais pouvoir aller cliquer sur ces capteurs et aller recueillir ces données de consommation. Emeline, si tu peux zapper. Merci. Et voilà un petit peu, grosso modo, ce sont des tableaux de bord
qui ont été adaptés à la demande du territoire ou à niveau d'utilisation des usagers. Donc, je vais avoir un reporting en temps réel de mes données sous forme de gros boutons, quelque chose d'assez intuitif qui va me donner une météo de mon territoire ou de mes salles. Et ensuite, je vais avoir des gradations, par exemple, que je peux définir sur le mois, sur l'année. Et en bas, vous avez le module qui va vous permettre de définir les seuils qui vont vous permettre d'être alerté en cas de dépassement de seuil maxi ou mini. Voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on est en train d'expérimenter sur le territoire du Ternois. Je crois que j'en ai fini, Emeline. Ouais. Merci beaucoup Fabrice. Alors je sais que des questions sont arrivées dans le chat, mais j'ai pas pu tout voir. On perd un peu le chat quand on est en diapo comme ça. Est-ce que Alexandre, tu avais pu regarder s'il y avait des questions qui concernaient Olivier? J'ai vu une question qui émanait du Boulonnais, qui était de savoir si quand on est sur du privé, l'AMI s'adresse aussi, les expérimentations s'adressent aussi à ces territoires. J'ai envie de dire que tant qu'on est avec un ancrage territorial, avec une collectivité, voilà. Fred, ne confonds pas. C'est pas parce que tu es couvert en fibre optique par un opérateur privé ou public que le reste du monde est interdit. Donc, bien sûr, tout le reste des outils proposés par la région est ouvert aux Boulonnais. On aime bien Boulogne, Fred. Mais je pense que la question c'est à porter aussi sur le fait que nous, syndicats, on puisse déployer les solutions, pas simplement en zone d'initiative J'ai publique, bien mais aussi saisi. en zone AMI, ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Voilà, on est en recherche d'un modèle économique qui permette de favoriser un investissement privé sur toute la zone, sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Alors, Y je vais compris les même. zones AMI au sens Voilà. appel à manifestation Je vais en d'intention. mettre une louche. Tu me tends une perche, super Fabrice. Moi, s'il y a des expérimentations ou des projets avec les syndicats numériques, mutualisateurs par essence, qui sont à bord, moi je préfère. Pourquoi? Parce que laisser m'habiliter derrière. C'est-à-dire que si le syndicat mix 5962 est à bord d'une expérimentation, se prend les murs et essuie les plâtres avec le territoire d'expérimentation, comme forcément quand on fait une expérimentation, ça se passe, eh bien, il y a un apprentissage. Et cet apprentissage, il vient être mis au pot commun et le syndicat de mutualisation peut de ce fait, sur base de cet apprentissage, proposer ça dans son offre de service à l'ensemble des territoires qu'il couvre, public, privé, etc., dans le département ou le bidépartement en l'occurrence. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas pour rien, et on y reviendra tout à l'heure, qu'on a mis un certain nombre de bonnes fées autour de la table, et la présence des syndicats mixtes numériques en capacité de faire des solutions mutualisées, c'est pas pour rien, parce que je pense qu'effectivement, si on peut créer des synergies entre un territoire qui expérimente et un syndicat mixte, derrière, l'essaimabilité sera augmenté. Ce sera un autre axe FEDER, mais ça, c'est pas le problème. On a de l'argent pour ça. Ça peut être fait dans une feuille de route intercommunale si c'est qu'un truc communal, ou ça peut être monté à l'échelle départementale ou départementale. Voilà, c'est un point sur lequel, effectivement, c'était bien qu'on puisse mettre une couche, et il n'y a aucune difficulté pour le Boulonnais. Alors après, j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. J'ai vu que Fred a dit merci, mais je t'en prie, Fred. Mais il y a une question de Guillaume, peut-être à laquelle je vais répondre, là, sur le fait du comment on peut intervenir en zone privée. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y a plusieurs solutions, mais celle à court terme, c'est de dégrouper, Guillaume. Donc d'acheter des. Parce qu'effectivement, à un moment donné, les réseaux LoRa, on les relierait à la fibre. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse dégrouper en zone privée. Mais je ne vais pas plus loin dans la partie technique. Sachant que voilà, faut vraiment faut séparer les choses, quoi. C'est pas parce que la fibre 5962 historiquement a développé une cartographie liée au déploiement de la fibre que pour les usages, cette cartographie est conservée. Cette frontière n'existe pas. On le voit bien sur les ENT, par exemple. Tout à fait, je pense que c'était une notion qu'il fallait absolument préciser. Donc, Clarifier. tout est ouvert en matière d'expérimentation avec les syndicats mixtes et autres acteurs. Avant de justement voir quelles sont les possibilités d'accompagnement qui vous sont offertes, on va terminer sur cette séquence de retour d'expérience avec le syndicat intercommunal des Vallées du Gy et de la Scarpe. Je n'ai pas vu dans le petit tourniquet Monsieur Bailleul. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Monsieur Bailleul. À vous la parole. Donc, non, je n'ai pas
je n'ai pas activé ma caméra, je n'ai pas su le faire. Bon, c'est tout. Il Donc, si n'y vous a voulez, pas de problème, monsieur. On a le diaporama en direct, on va oui. suivre ce que vous nous Donc, si dites. vous voulez, je vais vous parler de mon expérience de syndicat du vie. On est parti, si vous voulez, le syndicat a été créé, bon, je sais, en 49. On est parti de 11 communes en 2009 pour arriver à 59 communes en 2023. Et là, on est en discussion pour reprendre d'autres communes. Si vous voulez, ce qu'on a voulu faire, c'est mutualiser l'ensemble des services de l'eau sur un territoire situé à l'ouest d'Arras, qui se retrouve sur Sud-Artois, sur Terre-Noicom et les campagnes de l'Artois. Le gros des communes est sur les campagnes de l'Artois, si vous voulez. On a essayé, donc si vous voulez, c'est 18 000 habitants aujourd'hui desservis, 17 forages, 24 réservoirs, 6 surpresseurs et 326 km de canalisation. Une grosse partie des canalisations est en fonte, le reste est en PE ou en plastique, ce qui nous pose d'énormes problèmes parce que si vous voulez, la fonte transporte le bruit et si vous voulez, la fonte transporte le bruit tandis que le plastique ne transporte pas. Donc pour localiser les fuites, c'est beaucoup plus compliqué. Et on fonctionne en régie avec 10 agents. L'ensemble des travaux, sauf les grosses extensions, sinon les réparations, tout ça sont faites en régie. Si vous pouvez passer le transparent suivant. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les forages et les réservoirs sont équipés de sauterelles pour le fonctionnement des pompes, niveau des réservoirs et les compteurs de sortie de réservoirs. Si vous voulez, les suivis de consommation sont remontés 2 fois par jour. Les niveaux des réservoirs et les consommations des forages sont remontés directement sur les ordinateurs au syndicat. On a une quarantaine de compteurs de sectorisation qui nous permettent de faire de la télé-relève et sont exploités pour localiser les secteurs de surconsommation. Si vous voulez, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une anomalie sur un forage, les compteurs sont relevés directement et on voit tout de suite la branche sur laquelle la fuite est localisée. À partir de là, on pose des capteurs acoustiques pour détecter les fuites entre 2 bouches à clé. On fait une corrélation acoustique. Si vous voulez, ce qui se passe, on a des problèmes je reviens sur les branches en PE. On a repris des communes, si vous voulez, où pour faire des économies, on a installé des tuyaux en plastique ou en PE et ça ne transporte pas le bruit. Pour vous citer, en 2008, on était en moyenne à 48% de rendement. Aujourd'hui, on est à 80%. On a encore détecté des fuites récemment. On est obligé, sur certaines sections, on n'entend pas les bruits. On entend les bruits de pompe et on n'arrive pas à localiser la fuite. On a fait des détections gazeuses. Et là, on a encore 2 fuites à réparer qui posaient problème depuis une quinzaine d'années. La commune, le syndicat qui gérait les communes, nous avait prévenu qu'ils n'arrivaient pas à détecter. Nous, on a mis un certain temps. Mais bon, tout doucement, on fait des économies. Pour vous citer un exemple, j'ai un forage. Le forage de Gouves, en 2010, on pompait 1500 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, on en pompe entre 650 et 700. Si vous voulez, on travaille le rendement, je pense que pour un réseau essentiellement rural, je vous ai dit donc plus de 300 km de conduite, 80%, et on arrive à s'y tenir, on a du mal à gratter les mètres cubes supplémentaires. C'est vrai qu'on a gagné du temps, on a gagné de l'énergie en diminuant les fuites, on consomme moins d'énergie, mais la facture est tout aussi importante parce que les prix ont largement augmenté. Bon, on regarde la sectorisation. Si vous voulez, actuellement, on est en train de calculer pour réinstaller des compteurs de sectorisation sur des branches qui nous ont posé problème. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais c'est pas toujours facile. Et la télétransmission des compteurs de sectorisation en temps réel, bon, on regarde parce que si vous voulez, en temps réel, en fin de compte, le samedi, dimanche, il n'y a personne. On est prévenu quand même pour les niveaux hauts et bas des réservoirs. Dès qu'il y a un problème,
on est prévenu sur le téléphone d'astreinte, mais pour la sectorisation, on ne travaillerait qu'en heure ouvrable, sous le samedi et le dimanche. Je ne sais pas ce que je peux encore raconter. Sur la sectorisation, il y a une petite différence avec l'autre système, hein, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a quand même une tournée des agents, hein, à proximité des capteurs. C'est ça? Vous pouvez peut-être nous en dire C'est plus ça. là-dessus? Pour vous expliquer, dès qu'un forage, il y a une consommation anormale, à partir de là, on regarde les niveaux souvent un forage distribue 2-3 réservoirs. Quand c'est un seul réservoir, c'est plus facile. Mais quand on regarde tout de suite sur le réservoir où il y a un problème ou une surconsommation, et à partir de là, on relève tous les compteurs de sectorisation, on les passe sur un logiciel qui nous donne l'historique depuis 2 ans et demi qu'on l'a créé. On a l'historique de consommation journalier et on voit tout de suite la partie où il y a un souci, la branche où il y a un souci. C'est pareil, les loggers, on a l'historique depuis 4-5 ans sur l'historique de consommation sur chaque captage et sur chaque réservoir. Ça nous est vraiment utile parce que dès qu'il y a une anomalie, on s'en rend compte tout de suite. Très bien. Merci. Donc les points affinés, selon vous, ça serait vis-à-vis de la sectorisation et de la télétransmission de ces compteurs de sectorisation. Il y aurait éventuellement des choses à travailler, quoi. Merci. Merci à vous, Monsieur Bailleul. Merci. On va passer à la séquence suivante. Vous allez retrouver des acteurs qui ont fait pour certains d'entre eux des retours d'expérience ou qui ont entamé l'exposé des enjeux. Nous allons passer à la séquence des accompagnements qui sont possibles pour vos expérimentations. Et on a lu dans le chat et avec vos réactions que vous étiez intéressés pour certains d'entre vous à porter des expérimentations et vous cherchiez un petit peu à connaître quelles étaient les modalités. J'ai demandé aux intervenants suivants un petit exercice pas toujours simple, c'est de vraiment en 2 minutes savoir se présenter sur son champ de compétences et sa typologie de structure pour justement permettre à tout un chacun de savoir comment vis-à-vis de son territoire il peut positionner tout ou partie de ses acteurs. Je propose à Shekib Garbi du CITC pour EDIH, le European Digital Innovation Hub, d'entamer cette présentation. Merci Shekib. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, donc le CITC, ça a été créé en 2009 sous l'impulsion de la région, de l'État et de la métropole européenne de Lille sur un volet IoT en particulier historiquement. Donc le sujet est primordial, historique et on a un centre de ressources technologiques sur le territoire qui a plus de 10 ans et qui mène toutes ses expertises, en particulier sur l'IoT. On a également, dans le cadre des projets européens, on est aussi donc un CRT, un centre de ressources technologiques, ça c'est un élément important reconnu par l'État, et également un DIH, un Digital Innovation Hub au niveau européen. Et dans ce cadre-là, on mène aussi un consortium d'acteurs spécialisés sur la question de l'IA, de l'IoT et de la cybersécurité pour favoriser la transition digitale des collectivités locales sur notre territoire. Ce consortium est composé d'une dizaine de partenaires comprenant Faubourg du numérique, Vincent Demortier est présent, comprenant l'IMT, l'UTC, l'ASAT Nord, l'Université de Lille, l'INRIA, la Chambre de commerce des Hauts-de-France, les arts et métiers, donc sur le volet industriel, deux pôles de compétitivité, Team 2 sur la question de l'économie circulaire et également le pôle de compétitivité e-trans, tout cela pour mener des actions autour, comme je l'évoquais, d'accompagnement sur la transition digitale avec un volet IoT, IA et cyber. Donc, les types d'accompagnement que l'on propose et dans le cadre du EDIH, donc le EDIH, c'est European Digital Innovation Hub, qui est porté dans le cadre du programme Digital Europe. L'Europe a souhaité mettre en place des structures ou des consortiums d'accompagnement sur l'ensemble de l'Europe. Il y en a à peu près 200 en Europe. Sur les Hauts-de-France, donc c'est le nôtre en particulier. Il y en a une dizaine en France, avec 4 piliers principaux qui sont la question de la formation, de la montée en compétences. C'est un sujet
dont je n'ai pas entendu beaucoup parler, et je pense que c'est au-delà d'être un aspect technique au service d'une question écologique ou environnementale, c'est également un aspect économique, c'est également un aspect de formation, de montée en compétences, de transfert de savoir. Parce que plus on a les uns et les autres acquerront de la compétence, mieux ce sera pour déployer de manière intelligente tel ou tel réseau. J'ai vu dans le questionnaire, on parle de 5G, on parle de LoRa, on parle d'autres technologies. Il y a une multitude de technologies, tout ça est assez vaste, chacun ayant leur rôle. On peut parler de Bluetooth, on peut parler de Wi-Fi et d'autres technologies qui peuvent servir à de l'IoT. Mais la question de la formation donc, et de la montée en compétence est un élément pour moi structurant. Ensuite, il y a la question du pilier test before invest, donc la réalisation de POC, de preuves de concept. Et pour cela, il faut d'abord établir des cahiers des charges, élaborer des études de faisabilité, des simulations, que également les uns et les autres ont des équipements particuliers pour pouvoir évaluer et effectuer des simulations. Et enfin, réaliser les preuves de concept et les tester. Voilà. On a également des démonstrateurs qu'on a élaborés depuis des années. D'ailleurs, avec le soutien de la région, on en avait un des démonstrateurs qui tournait sur toute la région autour du bâtiment intelligent et des réseaux intelligents également. Mais voilà, donc les démonstrateurs sont importants pour appréhender, pour bien comprendre comment ces technologies évoluent, comment ces technologies sont opérées et comment ces technologies sont... l'acculturation de ces technologies par la population, c'est également important. Et enfin, il y a également donc, tout ce qui est support to find investment, donc la recherche de financement. Et un des leviers de financement, c'est la réponse à appel à projet au niveau européen. Et donc, pour cela, le DIH est également au service pour du montage et d'apporter de l'ingénierie technique pour du montage de projets européens ou d'intégrer des consortiums particuliers sur de la normalisation et de la standardisation. Voilà, Merci, Kib. rapidement sur le DIH. Alors, on entend un bruit de fond, je ne sais pas chez qui c'est. C'est pas chez moi. C'est peut-être chez Aude qui a ouvert son micro pour la suite et je le remercie. Oui, Peut-être peut-être Aude. chez moi parce que je suis au bazar Sanso et je suis dans un espace partagé. Donc, Effectivement, ça doit être ça. Voilà, Merci. donc le CD2E, donc nous on est un centre d'accompagnement de l'éco-transition qui existe depuis une vingtaine d'années autour de 3 pôles principaux que sont le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. On accompagne l'ensemble des acteurs, donc de la maîtrise d'ouvrage aux entreprises sur le terrain, et on travaille beaucoup aussi sur la structuration des filières. Alors, en termes de type d'accompagnement, on va pouvoir sensibiliser et démontrer par exemple au travers de démonstrateurs qu'on a nous sur place à Los Angeles, mais aussi en lien avec nos membres qui peuvent aussi présenter des structures et des démonstrateurs. Je suis désolée, il y a une espèce de truc qui vient de se mettre en route à côté, j'espère que vous n'entendez pas trop. On va animer des groupes de travail et des dynamiques collectives, et notamment moi en particulier, je travaille sur la MEL, sur un réseau qui s'appelle Vertuose autour de tout ce qui est le numérique dans le bâtiment. On va également travailler sur les aspects de marché public et comment on accompagne alors la rédaction de ces marchés et aussi la prise en compte des aspects environnementaux. Et globalement, on peut dire qu'on accompagne la structuration des projets, je vous disais, à l'échelle d'une filière entière, donc multi-acteurs, multi-filières. Voilà, dans les très grandes lignes. Merci Aude. Nous allons passer à l'acteur accompagnateur suivant, le pôle Médée. Anaïs? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci pour cette petite fenêtre de tir pour nous présenter en 2 minutes top chrono. Donc, le pôle Médée est une association, un cluster qui est spécialisé en recherche, développement et innovation en génie électrique. Médée signifie maîtrise énergétique des entraînements électriques. Et on a été créé en 2010, donc depuis 13 ans maintenant, on est une passerelle entre le monde de la recherche et le monde socio-économique pour soutenir des projets collaboratifs de recherche, développement, innovation. L'idée, c'est d'accompagner vraiment une filière d'excellence sur le territoire régional
en faveur donc de la transition énergétique. En termes de domaine d'expertise, on a parmi nos marchés cibles les réseaux énergétiques intelligents. Et en plus, on a, au-delà donc de cet aspect vraiment très recherche-développement qu'on a depuis 10 ans avec une feuille de route scientifique très poussée sur ces problématiques-là, on est également animateur du collectif régional des réseaux énergétiques intelligents qui, au-delà de la recherche et de l'innovation, va accompagner le déploiement massif. Le déploiement, si possible massif, de démonstrateurs et de projets sur le territoire régional. Donc, on va travailler sur les différentes problématiques qui sont sous-détaillées sur la slide. Donc, l'intégration de la mobilité électrique au réseau, l'intégration des énergies renouvelables donc décentralisées sur le réseau, les nouveaux usages et modes de consommation qui peuvent être proposés avec les réseaux énergétiques intelligents. Le numérique, bien sûr, qui est partie intégrante même des réseaux énergétiques. Et on l'a abordé effectivement un peu très rapidement aussi tout à l'heure, les problématiques relatives aux compétences et aux nouveaux métiers sur ce domaine de compétences. En termes d'accompagnement, donc nous, on est vraiment un acteur spécialisé. L'idée, c'est d'accompagner le montage de projets avec différentes typologies d'acteurs qui peuvent être donc éligibles, bien sûr, à l'AMI. L'idée, c'est vraiment d'aider au cadrage technique des projets en s'appuyant, si besoin, par notre comité scientifique pour ceux qui veulent vraiment s'engager sur des projets innovants. Et puis surtout de valoriser les compétences de pointe qu'on a en Hauts-de-France sur ces sujets-là pour avoir des projets, à mon avis, qui soient au maximum collaboratifs en s'appuyant sur des startups, des acteurs académiques, des acteurs de la recherche, des PME du territoire. Voilà, donc il y a mes coordonnées, donc n'hésitez pas aussi à balayer et à visiter notre site internet, celui du Pôle Médé et celui du Coréi, pour avoir aussi des exemples concrets de projets qu'on a déjà accompagnés. Merci Anaïs. Présentation suivante, on retrouve nos syndicats mixtes du numérique avec l'UZEDA pour commencer, Thomas qu'on a déjà vu tout à l'heure, on aura Olivier et puis Somme Numérique qui se lance aussi dans l'aventure des smart territoires. Je laisse la parole à Thomas. Merci Thomas. Alors, donc, effectivement, l'UCEDA, c'est un syndicat mixte ouvert, alors qui a la particularité d'avoir d'une part les compétences liées au numérique et d'autre part l'énergie. Donc, ça nous facilite un peu les choses pour des projets tels celui que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, dans la partie numérique, principalement, c'est le déploiement de la fibre sur tout le territoire du département de l'Aisne. Et côté énergie, voilà, la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, tout ce qui est énergie renouvelable et les bandes de recharge. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc concrètement, dans les domaines d'expertise, ça correspond à tout ce que je viens de citer, et plutôt avec une vocation technique. Simplement, dans les énergies renouvelables, on essaye de pousser les collectivités vers les projets d'autoconsommation collective. Donc, pour faire de l'autoconsommation collective au niveau photovoltaïque, c'est des montages juridiques un peu compliqués. Donc voilà, il y a une personne qui a été recrutée spécialement pour ça à l'UCEDA. Les accompagnements qu'on fait se font dans le cadre d'un transfert de compétences principalement. Donc, l'exemple de l'éclairage public est très parlant. Ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment pour les communes qui, à la base, ont la compétence éclairage public et qui l'ont transféré à l'UCEDA. Donc, c'est vraiment dans ce cadre qu'on intervient. Par contre, dans tout ce qui est objets connectés, énergie renouvelable, on va être facilitateur en termes de commandes publiques en mettant à disposition une centrale d'achat. C'est-à-dire que là, on va travailler cet été sur des gros marchés, tant pour la partie objets connectés que photovoltaïque, maîtrise d'œuvre, travaux, on met des panneaux solaires. Et ensuite, ces marchés seront mis à disposition des collectivités qui le souhaitent via cette centrale d'achat. Voilà, je pense avoir terminé. Merci Thomas. Et je passe la parole à Olivier qui va nous en dire plus sur la manière de travailler avec le syndicat mixte 59-62. Il y avait d'ailleurs des questions posées là-dessus tout à l'heure. Tu avais commencé à y répondre. Donc poursuivons. Merci Olivier.
Voilà, donc effectivement, j'ai choisi un petit peu une gradation de couleurs je ne voulais pas exclure certains items de nos domaines d'expertise. Alors effectivement, le syndicat mixte, la FIM numérique 5962 est un syndicat mixte du numérique. Il faut savoir qu'on est détenteur de la compétence aménagement numérique du département du Nord, du Pas-de-Calais et de la région anciennement Nord-Pas-de-Calais. On est aussi un centre d'expertise, on peut modestement le dire. Et dans les autres, nos autres casquettes, on est opérateur public de services numériques. Et je dirais que ce n'est pas une structure tiers de confiance vis-à-vis de nos partenaires. Effectivement, notre cœur de métier, c'est bien la technique numérique, plutôt la partie connectivité. Mais on a aujourd'hui des personnes en capacité, avec des compétences juridiques. On n'aura pas la prétention aujourd'hui de dire qu'on est des experts de l'eau et des experts de l'énergie, mais pour avoir travaillé sur ces sujets, on est largement en capacité de pouvoir répondre aux premières questions, même si, bien évidemment, les acteurs de l'eau, type agence de l'eau, sont les acteurs principaux, par exemple, si on parle de la thématique eau. Voilà un petit peu nos domaines d'expertise. Donc, je dirais qu'on est meilleur en technique numérique, mais avec des très bonnes bases juridiques et sur les techniques en lien aux capteurs qui sont déployés pour les cas d'usage eau et énergie. Et en type d'accompagnement, je vous parlais tout à l'heure de la centrale d'achat. On est donc en capacité d'aider à la rédaction des cahiers des charges, en recherche de partenariat. Aujourd'hui, on est associé on a associé la FDE 62 à nos travaux. On rencontre très prochainement Noréal. Les syndicats mixtes d'élimination et de valorisation des déchets de l'Artois nous ont aussi manifesté leur intérêt par rapport à un partenariat possible dans le cadre de notre expérimentation. On est aussi un syndicat en capacité de vous aider au montage de projets. Voilà un petit peu comment on peut vous accompagner dans ce rôle aujourd'hui qui nous est confié. Merci Olivier. Et je cède la parole à Somme Numérique, Marie-Laure. Oui, rebonjour. Je vous prie de m'excuser. Après de multiples relances, ils ont décidé de faire l'entretien des espaces verts à côté du bâtiment ce matin. Donc, il y aura peut-être un petit bruit de fond. Pour l'instant, donc, c'est parfait, Marie-Laure. Bon, alors, Somme Numérique, syndicat mixte d'aménagement numérique du département de la Somme en particulier. On va jusqu'un petit bout en Seine-Maritime avec la communauté de communes des Villes-Sœurs. Notre ADN, c'est l'aménagement numérique et la mutualisation des usages, puisqu'on a été créé sur ces deux bases, sur ces deux socles de l'infrastructure et des services numériques aux collectivités il y a 25 ans. Donc l'accompagnement donc on fait beaucoup d'accompagnement à la transition numérique des collectivités sur la partie territoire connecté, dans la chaîne de valeur et la structure des territoires connectés, du captage, transport, stockage et traitement de la donnée. On se positionne sur la partie transport avec le réseau de fibre optique, demain également comme les voisins, la partie réseau bas débit. Et évidemment, on ne s'arrête pas au sujet de technologie puisque notre but, c'est d'accompagner sur l'amélioration des usages, l'amélioration des services publics des collectivités. Notre particularité, c'est qu'on a un data center public. Donc, cette partie stockage, c'est un élément fort, un peu différenciant de notre établissement, data center public régional. Et sur le sujet du traitement de la donnée, évidemment, c'est cette partie très importante où donc on cherche à constituer notre offre autour
comment restituer cette donnée de façon brute ou via des applications métiers. Donc, ça sera aussi aux besoins des partenariats, des partenaires du territoire qui vont. Donc, on se positionne en structure de support et avec les outils de mutualisation, pouvoir accompagner les projets des différents porteurs qui ont les compétences dans les domaines différents de l'eau, de l'énergie qu'on a pu aborder ce matin. Merci Marie-Laure. Madame Karine Vallée, je vous laisse la parole pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Oui, bonjour à tous. Donc l'Agence de l'eau, c'est un établissement public qui dépend du ministère de l'écologie et qui a pour mission la gestion et la protection de la ressource en eau, ce qui passe par le volet eau souterraine, eau de surface, la préservation de la biodiversité, etc. Et donc le fonctionnement de l'agence, c'est un peu comme une mutuelle, c'est-à-dire que on va collecter un certain nombre de redevances auprès des usagers, que ce soit les collectivités, les acteurs économiques ou les agriculteurs, donc sur les prélèvements dans la ressource, sur la pollution générée par les activités. Et cet argent, en fait, est ensuite redistribué pour financer des projets en lien donc, avec la protection de la ressource et des projets sur le petit cycle de l'eau historiquement, mais également maintenant beaucoup sur le grand cycle de l'eau. Donc nos domaines d'expertise, ça va être effectivement tout ce qui est lié à l'eau, donc les éléments techniques sur les réseaux d'eau, d'assainissement, stations d'épuration, tout ce qui concerne le petit cycle. Les impacts des activités sur les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les milieux naturels, la gestion quantitative, la protection de la ressource, voilà. Tout ce qui est lié à l'eau et à l'environnement. Et donc nous, nos interventions, finalement, nos accompagnements, donc auprès, alors là, je parle des collectivités aujourd'hui, parce qu'on est finalement plutôt sur le petit cycle par rapport à l'utilisation des outils numériques. C'est alors on va pas avoir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'accompagnement strict des collectivités. Néanmoins, on peut travailler à partager les cahiers des charges sur un certain nombre de projets, donc d'études ou de travaux, de mettre en relation des collectivités ou des acteurs du territoire pour des projets similaires. On a des échanges assez réguliers, par le biais de nos missions territoriales, avec les collectivités sur la priorisation, la programmation des études et des travaux sur les années à venir pour pouvoir avoir une vision claire et répondre finalement aux objectifs à la fois de fonctionnement des services, mais aussi de protection des milieux. On va travailler au suivi donc, des projets qui sont mis en œuvre. Et on apporte aussi, finalement, j'ai mis en dernier, mais c'est quand même important, des financements à tous ces acteurs, donc collectivités, acteurs économiques ou également profession agricole, des financements pour la mise en place de projets. Donc, sur le petit cycle de l'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure, les réseaux d'eau, des nouveaux captages, de la sécurisation de la ressource et tout ce qui va être justement en lien avec l'instrumentation des services pour pouvoir mieux piloter et gérer la ressource. Donc sur le volet eau, sur le volet assainissement et des financements ensuite pour l'aménagement de milieux naturels, le développement de la biodiversité, etc. Voilà en quelques mots la présentation de l'agence. Merci Madame Vallée. Et pour achever cette partie un petit peu des exposés sur les accompagnements possibles, je laisse la parole au CEREMA. Alors, si ça peut bien fonctionner, la slide suivante. Au CEREMA avec Monsieur Couder. Oui, bonjour. Oui, on n'a pas mis le contact dans la mise à jour de la slide. Vous êtes nombreux. Vous me redirez quel est le bon contact pour qu'on le voit dans le compte rendu du diaporama. Merci. Voilà, par défaut, ce sera moi. Le directeur peut tout. Le CEREMA, c'est un
un établissement qui est depuis sa création et avant lui, à l'époque des CT, un établissement d'expertise. Pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui, j'ai juste mis les domaines d'expertise correspondant à l'atelier, à ce premier atelier, concernant notamment l'énergie, l'eau. En fait, il y en a beaucoup plus. Hein. On a un panorama de domaines de compétences qui est plus large que ça et qui mobilise aussi du numérique. Hein. Je pense notamment à la surveillance des ouvrages d'art, à la surveillance de l'état des routes. Je pense également à la biodiversité. Le CEREMA, c'est depuis sa naissance, fondamentalement, c'est un établissement d'experts. C'est aussi, surtout derrière, un établissement finalement d'aide à la décision, d'évaluation et de préparation en fait des choix d'activité, des choix d'action et pour utiliser des grands mots, des décisions, des options politiques que peuvent prendre les collectivités. C'est un établissement qui, depuis toujours, est très expert aussi dans le domaine de l'utilisation des données, c'est-à-dire qui réussit à associer à la fois les connaissances nécessaires pour travailler sur les données et le sens qu'il faut leur donner. C'est-à-dire que nos experts sont vraiment capables de donner du sens aux données qu'ils recueillent ou qu'ils fabriquent, notamment dans le domaine de la mobilité, ce qui leur permet de fabriquer de véritables outils d'aide à la décision. Et les grands revirements dans le numérique qu'on a connus ces dernières années, c'est de passer d'une utilisation des données de façon, on va dire, INSEE encore plus opérationnelle, hein, pour un petit peu illustrer ce qu'on est capable de faire avec les données, à une vision plus offensive, plus prédictive surtout. C'est vrai dans le domaine de l'énergie, tout particulièrement dans l'éclairage public, et ça correspond d'ailleurs aux demandes qui s'expriment actuellement par le territoire, soit de la part des adhérents du CEREMA, j'en reparlerai un petit peu de la notion d'adhésion au CEREMA, soit ce qu'on voit d'ailleurs dans le fond vert, on voit bien que tout ce qui est bâtiment énergie et éclairage public est très majoritaire dans les demandes qui s'expriment. Donc le CEREMA se positionne sur ces sujets-là. Pour utiliser un terme qui a été employé tout à l'heure, le CEREMA finalement, en termes de type d'accompagnement, c'est l'AMO des collectivités qui sur les sujets que les collectivités souhaitent lui confier, c'est-à-dire une aide à la rédaction de cahiers des charges, du montage de projets et surtout de l'expertise amont et de l'évaluation aval, de façon à vraiment aider à des prises de décision très opérationnelles et très efficaces. Un chiffre que j'aime bien citer, c'est que les experts du CEREMA, quand on leur confie un bâtiment, je pense notamment à tous les bâtiments scolaires régionaux, départementaux et maintenant communaux, c'est dans l'année 12% d'économie d'énergie. Donc on est plus sur du numérique par bâtiment, hein, ce qu'exprimait le CD22 tout à l'heure, plutôt que sur un réseau numérique large. Pour le bâtiment énergie, par contre, éclairage public, on est plus sur ce qui a été un peu décrit et on peut apporter une aide à la rédaction des cahiers des charges. Pour mobiliser le CEREMA, donc mis à part contacter le meilleur contact possible, c'est très facile. En fait, le CEREMA a fait une mutation très importante ces dernières années qui s'est conclue en début 2023 suite à la loi 3DS qui a permis aux collectivités intéressées d'adhérer au CEREMA, ce qui leur permet de travailler avec nous de façon beaucoup plus fluide puisqu'on s'exonère des contraintes de l'achat public. C'est une adhésion qui n'est pas du tout obligatoire. Hein. Les collectivités, on travaille aussi avec des collectivités non adhérentes, bien entendu. Le CEREMA s'intéresse à toutes les collectivités de son territoire et est toujours présent pour elles. Mais c'est vrai que le fait que la gouvernance du CEREMA soit désormais partagée entre l'État et les collectivités, ça a permis au CEREMA de se tourner de façon encore plus radicale vers ces territoires. Et c'est vrai sur toutes les régions et particulièrement en Hauts-de-France. Un dernier mot pour illustrer ce qu'on veut développer sur le numérique de façon plus disruptive par rapport à la façon qu'on avait de traiter des données et d'utiliser les données comme aide à la décision. C'est d'une part la constitution de start-up. Alors désolé, c'est pas sur l'énergie ni sur l'eau, c'est sur le foncier et les friches notamment, qui sont un autre sujet très important en ce moment.
Et par contre, en termes d'outils prédictifs, le CEREMA développe une volonté de vraiment développer des jumeaux numériques. L'intérêt du jumeau numérique par rapport à c'est ce qu'illustrait tout à l'heure l'intervenant concernant la recherche de fuite, c'est que le jumeau numérique offre une vision en temps réel ou en tout cas en temps vraiment continu, au lieu de s'appuyer sur des données qui forcément, en ayant des jalons calendaires très très longs, risquent de vieillir. Je pense si vous faites une enquête cordon qui visualise les mobilités, on va pas la faire tous les jours, donc forcément les données vieillissent et plus on s'éloigne de leur constitution, moins elles peuvent être pertinentes, alors que le jumeau numérique, lui, vise à avoir une vision vraiment continue. Et l'intérêt, c'est qu'il permet aussi de survaloriser l'intérêt de l'investissement qu'on a à constituer ces données, parce qu'on sait qu'elles vont pas être utilisées one shot, mais de façon plus continue. C'est notamment ce que le CEREMA développe avec Strato dans le domaine de l'eau, où il vise à développer un outil prédictif qui permet vraiment d'aider aux décisions en matière de bilan, ressources, besoins en matière d'eau. Donc ça c'est l'exemple du jumeau numérique que le CEREMA veut développer actuellement. Voilà. Merci Monsieur Couder. Je me permets de vous couper. J'avais demandé à chaque intervenant de faire assez court sur cette présentation. Merci Je vais d'avoir juste prendre 30 secondes, Emeline, parce que je souligne un point que je trouve très intéressant, et merci Monsieur Couder de l'avoir évoqué. Tout le monde est en train de réinventer son jumeau numérique de la région, chacun dans son coin. Je souligne juste ce constat que chacun est en train de me parler d'un jumeau numérique. Et pendant ce temps-là, moi j'ai des collègues qui s'occupent de Géo de France, qui en lien avec la MEL qui est assez avancée sur ce sujet, sont en train d'envisager la création d'un jumeau numérique financé fonds européens pour l'ensemble des Hauts-de-France. Donc voilà, ayez-le en tête, il y a peut-être un coût collectif à jouer pour mutualiser les dépenses sur un jumeau numérique échelle Hauts-de-France. Voilà, je referme cette parenthèse. Et on travaille d'ailleurs là-dessus avec MEL et avec la région, effectivement. Alors tout va bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Monsieur Couder, merci à chacun des intervenants. Vous avez pu avoir un exposé des accompagnements par des intervenants qui sont soit sur le sujet du numérique, soit sur le sujet de la thématique d'aujourd'hui qui est le ressource, qui se trouve être ressources, énergie et eau, parfois à la croisée des chemins. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous exposer les enjeux, les capacités d'accompagnement et puis d'identifier si d'ores et déjà vous aviez des envies de projets, des projets concrets, des questionnements. On vous a d'ailleurs interpellé sur quand on vous a proposé de vous inscrire et il s'avère que finalement c'est assez réparti entre de savoir si vous avez juste une envie, une idée ou un projet. Bon bah voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a vraiment des volontés d'agir. Donc désormais, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite? Quelles sont les suites? Quand est-ce qu'on se revoit? Où et quand? Je laisse peut-être Manon nous dire ce qu'on avait prévu, ce qu'elle vous a présenté tout à l'heure. Et l'idée, c'est de terminer cette séance du jour par une petite discussion sur comment on s'organise pour l'atelier 2 et comment on s'organise pour l'atelier 3. Voilà. Manon, est-ce que tu peux juste nous rappeler les échéances qu'on avait prévues et puis avoir un petit peu les retours des avis des uns des autres ensuite? Oui, idéalement, on avait pensé faire l'atelier 2 cet été. Le souci, c'est que l'été, forcément, tout le monde est en congé, donc ça peut être un peu compliqué de trouver une date en commun. Et l'atelier 3, idéalement, avant octobre. C'est ça. Donc en fonction de ce que vous avez déjà envisagé en termes d'idées, de projets, est-ce que ça vous paraît tenable d'envisager un atelier 2 en juillet ou août? Ou est-ce qu'effectivement, avec les congés d'été, comme le soulignait Manon, il est préférable de partir sur la rentrée de septembre? Est-ce qu'il y a déjà des réactions là-dessus? N'hésitez pas à l'oral ou dans le chat, c'est le moment de nous dire si vous avez des trucs chauds bouillants et vous avez besoin d'accompagnement rapide, ou si vous êtes dans un stade de maturation tel que en septembre, ça peut le faire. Alors, ça commence dans le chat. Septembre. Mmh. Comme dirait Gilbert Bécaud, c'est en septembre? Effectivement, plutôt septembre. Je vais En peut-être en arrêter le revanche, partage pour qu'on se voit ouais, tous. ouais, c'est bien, merci. En revanche, ce qui est bien, c'est que vous avez eu aujourd'hui un panorama de ce que j'appelle les bonnes fées. C'est-à-dire toutes ces structures qui ont une expertise
à votre disposition et qui aujourd'hui se propose de vous accompagner. Donc ça, c'était un des objectifs forts. Et, Manon et Emeline avec nos collègues, bien préparé l'affaire depuis quelques mois, vous l'avez compris, pour que vous puissiez avoir un peu un panorama. Après, je crois que le département du Pas-de-Calais est déjà sur l'étape d'après, une espèce de généralisation de capteurs. Certains, sur certains territoires, ont envie d'expérimenter, de faire un pas de côté un peu pointu. J'en ai entendu parler. On a même parlé de 5G dans le chat. Des mises en relation ont été faites. Donc voilà, il y a certainement plein de choses qui vont sortir. Mais calendairement, si vous avez des besoins de mise en relation rapide, parce que vous avez un projet assez abouti dans lequel vous voulez rajouter un élément technique numérique, une expertise CEREMA, le point de vue du CD2E, bah, n'hésitez pas à nous demander là très vite avant l'été les coordonnées. Mais je pense qu'effectivement, septembre, ça va s'imposer pour avoir un temps vraiment pour se poser. Alors, le présentiel est-il Il y a une nécessaire? question là-dessus, effectivement. Nous, on avait envisagé que c'était plus pratico-pratique, hein, parce que là, l'objet de l'atelier 1, c'était d'avoir des enjeux, d'avoir des retours d'expérience, mais la visée de l'atelier 2, c'est de rentrer plus dans le concret de vos projets. Donc, c'était plus simple en présentiel. Avec une Après, logique très évidemment, en hackathon, fonction, quoi. Une logique voilà, d'atelier de coproduction avec les bonnes fées qui tournent de table en table de table en pour prendre table. le temps, prendre le temps de vous donner un conseil personnalisé, ou alors si on a une table avec 3, 4 projets qui sont de thématiques voisines, les faire travailler ensemble. Ce qu'on peut difficilement reproduire avec un mode distanciel, je trouve. Oui. Alors évidemment, le présentiel va aussi son organisation va aussi dépendre des origines géographiques des projets, l'idée étant d'être au plus proche de vous, donc peut-être une organisation départementale, si, il y a beaucoup de projets, et qui sont à un bout à l'autre de distance, de la région. Mais c'est Ben, vraiment, à nous alors, j'ai des propositions de lieux qui m'arrivent par SMS. Un lieu lillois, voilà, pourquoi pas, dédié à la technologie. Je ne sais pas au niveau des... Sur cette histoire de calendrier, bon, on va reporter à septembre, on va vous envoyer une recherche de date là, pour cet atelier. Sur le côté distanciel, présentiel, déjà, est-ce qu'il y avait, vous avez des... merci à Lucida d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez des réticences? J'ai vu une réticence par rapport au présentiel. Y en a-t-il d'autres? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez le présentiel pour pouvoir entrer plus en dialogue sur vos projets? Issam préfère le présentiel. Christophe souhaite le présentiel. Visio pour Laura Blo. Présentiel pour Clémentine. N'hésitez pas à faire part de vos préférences. Bon, c'est partagé. Euh, partager Peut-être qu'il avec un faut... petit peu plus de présentiel quand même. C'est ça. Donc il faudrait du présentiel, pas trop éloigné de tout le monde. C'est ça, c'est ce qu'on disait, donc éventuellement faire des Euh, ateliers en fonction des zones géographiques. alors soit on se démultiplie, soit on se retrouve tous à un point nodal, pas trop loin de chacun. Dans ces cas-là, il y a les grands classiques que sont... qu'est-ce On qu'on peut a? envisager de l'hybride aussi, hein, c'est-à-dire, Ouais. être en présentiel avec les experts et puis avoir, une équipe, en Hmm, distanciel, devant laquelle, passeraient, les experts, ils seraient sur une «table ouais. virtuelle» entre guillemets. Je Tout suis peut toujours, ouais. s'envisager. Je suis toujours un peu réticent sur ces formats hybrides qui créent une dissymétrie de qualité. Non, mais tant qu'à expérimenter, Alexandre, expérimentons, hein. Tu veux vraiment charger la mule. Non, bon, on viendrait vers vous avec des propositions, mais moi, je sens plutôt euh, un milieu médian. Voilà, je vois ça. L'île me paraît très excentrée, on le sait. Ça nous est largement reproché, voilà. Euh, J'avais pensé à Méholt, sinon, oui, Méholt, qui est au cœur au cœur de la Somme et pas tellement loin des autoroutes. Les grands classiques sont du côté d'Arras, du côté de la Haute-Saône ou du Sud-Artois avec Bapaume. Euh, Bref, il faudrait qu'on trouve un territoire proche de l'autoroute, quoi.
Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait. Je ne sais pas s'il y a des gens, Christophe propose Méholt, Béthune, pourquoi pas, effectivement. Ça reste assez nord, mais pourquoi pas, c'est proche l'autoroute. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, je vais soumettre au vote. Est-ce que Béthune, ça pose problème à certains, ou c'est trop loin, ou est-ce que ça pourrait être Béthune? Breteuil. Breteuil, alors, Breteuil. Alors, juste, je vais faire du teasing et une annonce. Christophe, oui, on le sait, c'est chez toi que se fera le prochain séminaire des numériciens à Breteuil, dans l'Oise. Oui, on est très content. Marie dit que Béthune est trop loin de Fourmies, d'accord? Ouais. En dehors de ça, Douai, oui, effectivement aussi, pourquoi pas. C'est proche l'autoroute. Bon, on va regarder un peu toutes les villes qui ont été, citées. On va essayer de trouver un point de chute pas trop éloigné pour Oui. permettre Ou à à chacun de Arras, comme venir. je le dis. Voilà. On va regarder déjà aussi, j'ai pas eu le temps de regarder un peu l'origine géographique de tous ceux qui sont venus aujourd'hui, et ça compte forcément. Ceux Ceux qui qui sont ont, venus, et on va peut-être se baser sur ceux qui ont des projets, des ouais, ceux idées, qui ont des besoin projets. d'accompagnement. Voilà, Voilà. ceux qui ont Ceux qui besoin sont en phase de, d'accompagnement, ceux qui sont en phase aval, qui peuvent déjà passer au guichet FEDER du côté de c'est chez ça. Alexandre Tribolet. Voilà, le sujet n'est pas prioritaire. Donc, Ok. ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer évidemment le compte-rendu des échanges d'aujourd'hui, certainement la petite capture vidéo, enfin, on va voir comment on s'organise, le diaporama avec tous les contacts, je l'ai précisé dans le chat, hein, tous les contacts vous seront communiqués sans problème, et on va peut-être l'adjoindre de 2-3 petites questions. Les premières un peu généralistes sur qu'est-ce que vous attendez par rapport aux AMI, quelle que soit la thématique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué sur la façon dont on procède? Nous aussi, on a besoin de retour d'expérience là-dessus, de retour de vécu de participants. Et puis, plus précisément sur cette AMI ressources, pilotage des énergies et de l'eau et des ressources, quels sont vos projets avec quelque chose de plus décrit que le petit sondage qu'on avait fait pour l'inscription? Comme ça, on aura le nom, le contact et le projet décrit, et puis on pourra faire un peu une répartition géographique et s'organiser. Voilà. En tout cas, on va le jouer collectif, vous l'avez compris. Elle l'a dit, Emeline, au début, je le réinsiste. L'idée, c'est que même si vous avez des projets individuels, eh bien, ils vont bénéficier d'un accompagnement collectif. Vous allez pouvoir échanger avec vos pairs dans l'atelier 2 et dans l'atelier 3. Et quand vous mettrez en œuvre, on vous ressollicitera en collectif. Le mode visio s'y prêtera, je pense, très bien, pour faire des revues de projet, pour que chacun puisse apprendre des autres, parce que il n'y a pas un acteur qui seul a la vérité révélée et qui fait la course en tête. Je pense que c'est que collectivement qu'on y arrivera, en échangeant nos bonnes pratiques, même s'il y a des priorités territoriales, des moyens différents. Je pense que c'est important qu'on puisse, tout au long du mandat, continuer à jouer collectif. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs, Emeline, Manon, à souligner, ou est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient dire un petit mot, un coucou, De une notre côté, c'est annonce? bon. Mmh. Chez Kib, il n'y a pas trop d'annonces d'attaques de cybersécurité là actuellement. Sur la cybersécurité, le temps, la météo est comment chez Kib? Il y a de l'orage? Il y a de l'orage. Voilà, il me semblait bien qu'il y a des attaques en cours, donc bah, sortez couverts. Il y a de l'orage. Dis- Je Voilà, vous informe qu'il y a de l'orage, donc certaines collectivités ont été touchées récemment. Donc on est ça en train n'arrive pas qu'aux autres. non, et des petites. Et donc il y a un travail qu'on devra mener tous ensemble. On en discutera Ouais, là, dans la gendarme. des Le instances secrétaire dédiées. est en train d'intervenir directement sur la collectivité. On est en train d'identifier les failles. Il y a peut-être un outil ou un logiciel qui est dans pas mal de collectivités, donc on risque de faire une communication spécifique. Voilà. Voilà. D'autres petites annonces, d'autres actualités, tant qu'on est là avant d'aller manger? Non, je pense A que là, priori, non. tout le monde se dit merci. Merci à tous d'être Merci venus à tous, oui. aujourd'hui. Merci Et beaucoup. puis, donc à bientôt. Merci. Merci. À très Au revoir. bientôt. On revient vers vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.